Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par la CPM de la Charente. On est très content de vous accueillir aujourd'hui pour cette session. C'est une session donc dédiée à la thématique des salaires, une session qui est proposée par la Caisse nationale d'assurance maladie et animée par la CPM de la Charente. Je suis Anthony Mérigeau, chargé de la relation d'entreprise à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angoulême. Je suis accompagné à la régie de Vanessa Corbino, responsable des revenus de remplacement et des risques professionnels. On est ensemble ce matin pour une durée de 35 minutes environ. On va vous faire défiler un support sur les salaires et puis vous pouvez poser vos questions donc au fil de l'eau. En fin de webinaire, en fin de séance, on y reviendra. On a déjà des premières questions qui ont été posées lors de la première session jeudi dernier, donc on se permettra d'y revenir aussi. Vous recevrez donc à l'issue du webinaire le support, la foire aux questions, avec l'ensemble de ces questions. Le replay sera également à disposition sur notre site webinaire.cpm16.fr dans les prochains jours. Donc on est aujourd'hui sur le webinaire salaire. Alors c'est un webinaire qui a débuté, c'est une série de webinaires qui a débuté en juin sur la thématique des bonnes pratiques. On avait commencé en juin avec notamment le fait de bien prendre en considération les bons éléments sur les attestations de salaire, à savoir le dernier jour de travail, le bon SIRET, notamment le SIRET centralisateur qui peut être utilisé, les attestations de salaire pour arrêt de plus de 6 mois. Donc là, on continue sur cette fin d'année avec le temps partiel thérapeutique qui a été abordé le mois dernier. Aujourd'hui, on est sur le salaire et dans les prochains jours, on fera un dernier épisode, un dernier webinaire sur la thématique de la subrogation et des coordonnées bancaires. Vous avez peut-être d'ailleurs reçu des invitations ou vu notamment la possibilité de vous inscrire au prochain webinaire. Donc, on est vraiment aujourd'hui sur un webinaire de rappel sans grande nouveauté. On vous propose le programme suivant avec les généralités sur les salaires de l'attestation de salaire. En fonction des cas que vous pouvez avoir, quels sont les salaires de référence à bien indiquer sur l'attestation de salaire. Et puis, on vous invitera à aller un petit peu plus loin, notamment à voir les précédents webinaires sur la thématique du temps partiel thérapeutique ou de l'accident de travail et de la maladie professionnelle. Alors, au niveau des généralités, donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'indemnité journalière, elle dépend des salaires que vous allez déclarer, mais pas que. Elle dépend aussi donc du dernier jour de travail, puisque de ce dernier jour de travail que vous indiquez sur l'attestation de salaire va en découler une période de référence pour l'étude des droits aux indemnités journalières, et puis également une période de référence, donc ce sont les salaires qui vont être utilisés pour le calcul de l'indemnité journalière. Donc, le dernier jour de travail est néanmoins très important parce que si vous vous trompez sur le dernier jour de travail, forcément, on n'aura pas la même période de référence, on n'aura pas les mêmes salaires sur l'attestation. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on est le 28 novembre 2024. Pour un arrêt de travail qui commence le 28 novembre, le dernier jour de travail, vous mettez donc le 27 novembre. On va dire que c'est la généralité, la veille de l'arrêt. Les salaires de référence sont août, septembre et octobre 2024. Par contre, si on a un arrêt de travail qui commence au 1er décembre, si vous mettez un dernier jour de travail au 29 novembre ou au 30 novembre, ça n'aura pas la même incidence, puisque si vous mettez le 29 novembre, vous aurez une période de référence de août à octobre 2024. En revanche, si vous mettez le 30 novembre 2024, on va considérer aussi le mois de novembre. Donc, on va prendre septembre, octobre et novembre 2024. Donc, le dernier jour de travail est très important puisque de celui-ci va dépendre la période de référence et donc les salaires, surtout s'ils sont variables d'un mois à l'autre. Au niveau des indemnités journalières, on vous rappelle aussi qu'elles sont plafonnées, que le montant est généralement revu chaque année. Donc, n'hésitez pas à aller voir la page amélie.fr entreprise pour avoir plus d'informations sur les chiffres actuels. Autre information qui est très importante à considérer sur l'attestation de salaire, la question qu'on peut se poser, c'est quel est le statut de mon salarié, de la personne qui travaille au sein de mon établissement, puisque en fonction du statut et du risque aussi, je vais peut-être mettre soit 3 mois de salaire, soit 12 mois de salaire. Donc, on va déjà identifier la régularité au niveau de l'activité professionnelle d'un salarié. Quand on dit régularité, on considère qu'il est salarié mensualisé, il effectue tous les mois le même nombre d'heures de travail, il a un contrat
avec des horaires de base, éventuellement des heures supplémentaires qui peuvent s'ajouter ou des heures complémentaires. Mais il y a quand même une certaine régularité. Il est en CDI ou en CDD, mais il est soumis, je dirais, à la même activité professionnelle avec la même quotité de travail tous les mois. Donc là, on parle d'activité régulière. Et qu'on soit sur un arrêt de travail maladie ou un congé maternité, paternité, adoption, voire un congé de deuil, on a toujours cette période de référence de 3 mois. En maladie, on a des salaires bruts, voire des salaires qui peuvent être rétablis. Donc la notion de salaire établi ou salaire reconstitué, on va l'aborder après, avant donc l'interruption de travail, avant le dernier jour de travail. Et on a également 3 salaires. Alors par contre, on va parler de salaire réduit quand on est en maternité, paternité, adoption ou congé de deuil. Et on peut même aller plus loin, on va avoir des salaires réduits, rétablis. Donc, le salaire réduit, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas le salaire net, ce n'est pas le net social non plus. C'est un calcul à effectuer, c'est le brut soumis à cotisation moins 21%. Donc, c'est pour ça qu'on parle de salaire réduit. On a une déduction de 21%, c'est une charge forfaitaire. En autre cas, on a également donc des activités que l'on peut qualifier d'irrégulières ou discontinues. Donc, cette catégorie socio-professionnelle, elle englobe aussi donc, les intérimaires ou les VRP. Donc là, on a une période de référence qui est totalement différente. On est sur 12 mois au niveau de la période de référence des salaires. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir une certaine discontinuité, justement, une certaine irrégularité dans l'enchaînement des contrats de travail, dans la quotité de travail. On peut avoir le mois M, un contrat avec un nombre d'heures assez faible, le mois M plus 2 ou M plus 3, un nombre d'heures assez important. Donc, on a une certaine variabilité au niveau de la quotité de travail. Donc, pour calculer au mieux l'indemnité journalière, pour que ça puisse refléter au mieux son activité professionnelle, on va donc avoir une période de référence plus étendue de 12 mois, ce qui va nous permettre d'avoir plus de cohérence au niveau du calcul de l'indemnité journalière. Donc, on a 12 mois de salaire brut soumis à cotisation en maladie, donc pas de salaire établi. Par contre, pour le congé maternité, paternité, congé d'adoption ou congé de deuil, là encore, on a 12 mois, mais on a les 12 mois qui sont réduits. Donc, pas de salaire rétabli pour cette catégorie socio-professionnelle. Et justement, pour faciliter vos déclarations, on vous rappelle qu'il faut utiliser la DSN. Utiliser la DSN, c'est finalement prendre les données antérieures de vos DSN mensuels, qui sont bien incluses dans votre logiciel de paye, ajouter au signalement d'arrêt de travail, donc au moment où vous allez signaler l'absence, donc vous avez déjà enregistré l'absence dans la paye, mais pour autant, il faut également faire le signalement. Le signalement, c'est quoi? C'est transmettre l'attestation de salaire à l'assurance maladie, donc en notant le dernier jour de travail, le type d'arrêt de travail, éventuellement la subrogation, s'il y en a une avec les dates de subrogation, en sélectionnant les bonnes coordonnées bancaires, voire un SIRET centralisateur, et l'association des DSN mensuels avec le signalement d'arrêt de travail vont permettre la reconstitution de l'attestation de salaire auprès de l'assurance maladie qui va pouvoir étudier les droits, verser les indemnités journalières en subrogation ou sans subrogation. S'il y a une subrogation, vous pourrez récupérer vos bordereaux de paiement sur Net Entreprise ou alors vous pouvez directement les récupérer dans votre logiciel de paye si votre éditeur de logiciel a déployé l'interface dédiée. Si vous vous trompez, on y reviendra également après, vous pouvez faire une attestation de salaire annule et remplace en DSN ou rectificative sur Net Entreprise. Et justement, sur Net Entreprise, donc là, vous êtes vraiment soumis à une saisie manuelle des éléments. On se focalise uniquement aujourd'hui sur la partie salaire, donc c'est l'étape 5 quand on est sur Net Entreprise. L'étape 5, elle est décomposée en 2 étapes. On a l'étape 5, 1 sur 2, où on a les salaires bruts soumis à cotisation quand on est dans un cas d'arrêt maladie simple, où vous allez cocher la case brute et vous allez vous-même renseigner les salaires bruts soumis à cotisation. Et puis on a l'étape 5, 2 sur 2 qu'on verra tout à l'heure, où on est sur la partie du salaire rétabli. Donc c'est ici que vous allez devoir valider ligne par ligne les salaires bruts soumis aux cotisations, alors qu'en DSN, tout se retrouve dans le bloc 51 et tout est retranscrit automatiquement sur l'attestation de salaire. Si vous vous rendez compte que vous vous trompez sur un salaire, n'hésitez pas à faire une attestation de salaire rectificative sur Net Entreprise. Je rappelle que la case rectificative, elle est très importante, elle se situe à l'étape 4 du site.
et elle permet justement d'écraser les données qui auraient pu être envoyées initialement, qui auraient pu être erronées. Donc, petit rappel également contextuel sur l'envoi d'une attestation de salaire. On vous invite à envoyer l'attestation de salaire pour tout type d'arrêt, peu importe la durée de l'arrêt de travail, même pour un arrêt d'une durée inférieure à 3 jours. Pourquoi? Parce qu'on est susceptible aussi de pouvoir indemniser pour une journée d'arrêt de travail sans carence l'arrêt. Donc, en fonction des informations médico-administratives qui seront présentes sur le dossier de votre salarié, on peut indemniser sans carence dès le premier jour d'arrêt. Donc, faire une attestation de salaire pour tous les arrêts de travail, peu importe la durée. Ça, c'est la première règle à vraiment retenir. Le faire également à chaque changement de risque, c'est-à-dire que si, je prends le premier exemple, vous avez un accident de travail à gérer, puis sans reprise de travail, un arrêt maladie qui s'ensuit pour un autre motif médical, on va avoir donc deux risques différents, accident de travail et maladie, donc deux attestations de salaire avec le même dernier jour de travail. Mais on change de risque, donc on fait bien deux attestations différentes. Le cas, il se présente aussi quand vous avez à gérer le type de situation de grossesse d'une salariée, qui peut très bien avoir un arrêt maladie au départ, un congé pathologique résultant de la grossesse qui est associé au risque maternité, un nouvel arrêt maladie, puis de nouveau un congé maternité. Et tout ceci sans reprise de travail, sans interruption entre chaque période. Donc ça en découle, on a effectivement de la maladie, de la maternité, de la maladie et de la maternité à nouveau. Donc quatre périodes différentes, quatre attestations de salaire à nous fournir avec le même dernier jour de travail et avec éventuellement des périodes de subrogation différentes s'il y a un maintien de salaire. Et puis le dernier cas également, c'est en cas de congé paternité, si votre salarié souhaite le prendre en une, deux ou trois fois, donc faire une attestation de salaire à chaque fois. Si vous ne pratiquez pas la subrogation, on vous invite vraiment à faire l'attestation de salaire au plus vite possible, c'est-à-dire dans les 5 jours, à partir du moment où vous avez connaissance de l'avis d'arrêt de travail, pour ne pas mettre en difficulté votre salarié. Si vous êtes en décalage de paie, donc il n'y aura pas d'incidence sur le mois de son arrêt de travail, mais sur le mois M+1, donc là, il y a une tolérance pour transmettre l'attestation le mois suivant. Si vous êtes en subrogation, en DSN, vous pouvez stocker vos signalements dans votre logiciel et les envoyer en même temps que la DSN mensuelle. On vous invite également à les transmettre pour une facilité au niveau de votre trésorerie, de votre comptabilité ou de votre suivi, de les transmettre au fil de l'eau et de permettre ainsi de payer plus rapidement pour l'assurance maladie. Donc j'en ai parlé tout à l'heure, en cas d'erreur constatée, que ce soit en DSN ou par net entreprise, n'hésitez pas justement à faire une attestation de salaire annulée en place ou rectificative à l'étape 4. L'idée, c'est que ça va venir écraser les données précédemment reçues, on va régulariser le dossier, ça peut entraîner un indu ou un rappel d'indemnité journalière. Donc vigilance à l'envoi de la première attestation, et effectivement utiliser bien le module annuler en place en DSN au niveau du signalement ou la rectificative pour bien corriger les données qui auraient été envoyées précédemment qui sont fausses. Alors, quel salaire de référence? On a donné donc les généralités. On va partir du premier cas, très simple, sur un arrêt de travail maladie. Alors, on vous a mis un bulletin de paye à l'écran où effectivement le bulletin de paye va vous donner plusieurs lignes, donc le salaire de base, éventuellement des primes, des informations sur les congés payés, ce qui va vous donner un premier montant, la rémunération brute. Et on a après une ligne en dessous, donc ce qui est important, c'est cette ligne entourée en violet, c'est le salaire brut soumis à cotisation, parce qu'on parle toujours du salaire brut soumis à cotisation à reporter sur l'attestation de salaire. Donc, on va venir sur Net Entreprise reporter ce salaire manuellement, une fois qu'on a bien coché la case brute, et on va valider la ligne. L'opération, elle sera répétée donc également pour le mois de janvier, le mois de février, dans l'exemple que vous avez à l'écran. En DSN, vous n'avez vraiment pas à vous soucier de ça. Le logiciel s'occupe de tout et envoie directement les données de salaire du bloc 51 des mois précédents. Donc là, on est sur le cas assez simple. Si vous vous retrouvez sur le cas d'un dossier de congé maternité, paternité, adoption ou congé de deuil à gérer. Donc là, vous avez un nouveau bulletin de paye à l'écran où vous avez le salaire brut qui est égal également au salaire brut soumis à cotisation. Attention, attention parce qu'on ne va pas reporter ce montant de 2 399,93 €
sur net entreprise. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment une déduction, comme je l'ai dit tout à l'heure, une déduction de 21% à faire. Le site net entreprise, une fois que vous cochez la case réduit, ne va pas faire automatiquement le calcul. Il ne détecte pas les salaires que vous avez enregistrés dans votre paye. Donc, c'est à vous vraiment de faire ce calcul. Donc, on ne va pas indiquer le net à payer de 1944,88 qui est rayé. On ne va pas indiquer non plus le montant net social. On va effectivement faire ce calcul. Donc, les 2399,93 moins 21%. Vous pouvez également faire mathématiquement fois 0,79. En raccourci aussi, ça fonctionne. Ce qui va donner 1895,95 €. Donc, c'est ce montant à reporter, éventuellement à reporter également pour les autres mois de novembre et décembre sur l'exemple que vous avez à l'écran. En DSN, l'application des 21% se fait de manière automatique. Donc, c'est-à-dire que le système DSN a une calculette enregistrée et fait automatiquement la déduction des 21%. On va parler à présent du salaire rétabli. Le salaire rétabli, donc, c'est quoi? Finalement, c'est lorsque vous avez une absence autorisée sur la période de référence. On peut parler aussi de salaire reconstitué. Donc, on va pouvoir prendre en considération ce salaire établi, ce salaire reconstitué pour la prise en compte de ce salaire au moment du calcul de l'indemnité journalière. Alors, dans quel cas justement on va parler de salaire rétabli ou de salaire reconstitué? Notamment en cas de nouvelle embauche. Donc, par contre, uniquement pour le mois de l'embauche. On va le voir tout à l'heure dans un exemple pour la nouvelle embauche. Lorsque votre salarié est embauché, par exemple, le 28 du mois et a un arrêt de travail en décembre 2024, et vous mettez un dernier jour de travail en décembre, donc le mois de novembre est inclus dans la période de référence, on va venir rétablir le mois de novembre en intégralité. Alors que les mois de septembre et octobre, là où il n'a pas travaillé, puisqu'il n'avait pas été embauché à ce moment-là, eux ne vont pas être rétablis en intégralité. Donc, on peut avoir justement un rétablissement intégral, même sur une embauche plutôt en fin de mois. On va avoir les autres cas d'absence autorisée, donc prévus par la réglementation, par le Code de la sécurité sociale. Donc, maladie, maternité, paternité, adoption, congé de deuil, le temps partiel thérapeutique et les périodes d'arrêt, d'accident de travail et maladie professionnelle. On va avoir également d'autres cas, comme le chômage partiel ou total, des absences autorisées mais qui ne sont pas payées, ou des congés non payés mais autorisés par l'employeur. On peut être sur des cas de congés sans solde ou après en fonction de la convention collective de l'entreprise, de l'établissement, ou des accords de branche de l'entreprise, en cas d'enfant malade aussi. Donc des absences autorisées mais qui ne sont pas forcément toujours payées. Il n'y a pas forcément de maintien. On a également les cas de fermeture d'établissement. Bien que votre salarié reste à votre disposition, l'établissement est obligé de fermer. Donc ça, ce sont des cas qu'on rencontre un petit peu moins souvent. Et puis des cas encore beaucoup plus rares, donc l'appel sous les drapeaux, même si c'est vrai que maintenant on a, depuis un peu plus de 20 ans, la journée d'appel à la défense. Les cas d'intempéries, donc plutôt pour les entreprises qui dépendent de la CIBTP, donc la caisse d'intempéries et des travaux publics du bâtiment. Et puis les grèves non perlées, donc on vous rappelle que sont les grèves autorisées, puisqu'une grève perlée en France aujourd'hui est illicite. Donc voilà pour les cas d'absence autorisée. Par contre, à partir du moment où vous constatez sur la période de référence qu'il y a eu une absence non autorisée, donc là on ne va pas rétablir le salaire. Donc que ce soit pour la journée de solidarité ou par exemple pour des absences injustifiées. Quand vous avez une absence injustifiée, vous ne rétablissez pas le salaire. Donc, on parle de salaire établi, notamment quand vous avez un arrêt maladie. Vous allez déclarer un arrêt maladie. On va venir donc rétablir les salaires des mois précédents. Et si vous êtes sur un cas de congé maternité-paternité, sur la période de référence, il y a eu des absences autorisées, il va falloir également appliquer ce salaire établi. Et ce salaire établi de la période de référence, là où il y a eu des absences, on va venir déduire justement 21%. Donc la déduction de 21% quand vous avez une attestation de salaire maternité, paternité, adoption ou congé de deuil, et que vous êtes en présence d'un cas de salaire établi sur la période de référence, la déduction de 21% va s'appliquer sur toutes les lignes, que ce soit dans le salaire soumis à cotisation ou dans le salaire établi, partout. Petite précision, en DSN, donc le salaire établi, il est bien indiqué, vous avez dans le bloc 51, dans la rubrique 11, une notion sur le salaire établi, c'est la codification 03.
Et on continue justement avec l'exemple de nouvelle embauche. Alors, ça a changé depuis janvier 2022, puisqu'il y a eu un décret en avril 2021 qui dit quoi? Qui dit justement qu'en cas de nouvelle embauche lors de la période de référence, avant le dernier jour de travail, on peut rétablir le salaire sur un mois qui a été partiellement travaillé, mais pas sur les mois qui n'ont pas été travaillés. Donc, à l'écran, vous avez trois salaires, 3 mois, octobre, novembre et décembre. Donc, octobre et novembre, on ne va pas rétablir le salaire. À partir du moment où sur Net Entreprise, vous mettez 0 dans la colonne montant brut, vous mettez le motif nouvelle embauche et vous mettez 0 en heure réelle, ça va venir griser la dernière case de la colonne salaire établi. Le site conditionne justement le fait que vous mettez la nouvelle embauche avec un nombre d'heures réelles à 0 et un salaire à 0. Et ça va venir neutraliser le salaire établi donc pour octobre et novembre. Par contre, pour le mois de décembre, à partir du moment où vous renseignez un salaire et vous mettez un nombre d'heures, vous allez pouvoir avoir justement la liberté de renseigner le salaire établi pour motif de nouvelle embauche. Et c'est ce montant à l'écran de 2 000 € qu'on retiendra pour le calcul de l'indemnité journalière. En DSN, comment ça se passe? On a toujours le bloc 51, la rubrique 11 qui va vous permettre de codifier le code 010 pour salaire de base pour la partie nouvelle embauche. Donc voilà les informations principales qu'on pouvait vous donner. On vous invite justement à aller un peu plus loin. Si certains d'entre vous n'ont pas eu l'occasion d'assister le mois dernier au webinaire sur le temps partiel thérapeutique, on vous invite vraiment à aller voir le replay. N'hésitez pas aussi à me solliciter si vous souhaitez un support qui contient des pages telles un guide pratique sur certaines démarches que vous pouvez avoir à faire en fonction des situations que vous recevez. Donc simplement ici, on va rester sur l'essentiel du message qu'on veut vous faire passer sur le temps partiel thérapeutique en maladie. Choisissez bien déjà le bon type d'attestation de salaire. Est-ce que je suis sur un temps partiel thérapeutique qui débute spontanément, c'est-à-dire sans arrêt de travail antérieur, ou je suis sur un temps partiel thérapeutique qui est successif directement à un arrêt maladie. Donc ça, c'est la première chose, bien sélectionner le bon type d'attestation. Le salaire, c'est finalement la perte de salaire. Donc, on s'interroge sur le salaire habituel de l'assuré moins le salaire travaillé. Donc là, vous indiquez la perte de salaire brute. Pour les cas de subrogation, vous pouvez également adopter cette méthode qui n'est pas universelle, mais qui est plus à titre de conseil. Vous pouvez vous focaliser sur les heures d'absence multipliées par le taux horaire brut de l'assuré pour déterminer la perte de salaire, qui n'est pas toujours évidente à déterminer en cas de maintien de salaire. Et puis, le dernier conseil, c'est de faire vraiment très attention aux périodes que vous avez à déclarer. Il faut que les dates que vous inscrivez sur Net Entreprise, soit les dates enregistrées par la CPM, correspondent aux prescriptions du médecin, puisque si vous avez une différence entre les dates portées sur Net Entreprise et la prescription enregistrée par la CPM, on va avoir un écart justement de date et donc on sera dans l'impossibilité de gérer votre attestation de salaire. Donc ça, c'est vraiment un effet miroir entre vos dates que vous déclarez sur Net Entreprise et les dates enregistrées en CPM. Et donc, attention, effectivement, aux périodes de congés payés, de bien distinguer les périodes travail en temps partiel thérapeutique des congés payés, puisqu'il n'y a pas de cumul entre indemnité journalière et congés payés. En DSN, on ne peut pas encore utiliser le module temps partiel thérapeutique, bien qu'il y ait un bloc dédié, le bloc 66, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore à jour pour pouvoir utiliser la DSN en temps partiel thérapeutique. On vous invite également à aller un petit peu plus loin. Alors, c'est vrai que sur l'attestation de salaire, accident de travail, maladie professionnelle, ça demande encore plus de technicité sur Net Entreprise. Là, je vous renvoie directement sur un webinaire qu'on a animé en décembre 2023 sur l'attestation de salaire, accident de travail, maladie professionnelle pour bien comprendre justement comment ça fonctionne. En bref, vous pouvez utiliser la DSN, puisqu'au moment où vous allez utiliser la DSN au motif accident de travail, maladie professionnelle, ça envoie donc l'attestation de salaire à l'assurance maladie, mais ça envoie en toute transparence, donc vous n'aurez pas l'information, mais nous, on reçoit un flux supplémentaire qui nous permet d'avoir des données mensuelles supplémentaires pour payer provisoirement
un arrêt de travail, accident de travail, maladie professionnelle, en maladie, le temps que le dossier soit instruit, le temps qu'il y ait une éventuelle reconnaissance. Donc c'est là tout l'intérêt d'utiliser la DSN, parce que si vous utilisez Net Entreprise pour faire une attestation de salaire, accident de travail, maladie professionnelle, là, il n'y aura pas justement de flux complémentaire pour nous permettre d'avoir des données supplémentaires et payer une indemnité journalière maladie au plus juste. Donc, on vous invite vraiment à utiliser la DSN. Si vous avez recours à Net Entreprise, vigilance à l'étape 5. L'étape 5, elle est composée de trois manières. Vous avez dans un premier temps le salaire perçu. Vous avez ensuite la partie 2, l'étape 5, 2 sur 3, les primes. Alors, qu'est-ce qu'on appelle primes? Ce sont vraiment les primes qui ont une périodicité différente du salaire de référence. Donc, ce sont généralement des primes annuelles, des primes semestrielles. Donc, celles-ci, il faut bien les incorporer dans la partie B du cadre de l'attestation. Donc, c'est étape 5, 2 sur 3 sur Net Entreprise. Et puis, vous avez le cadre C, donc c'est l'étape 5, 3 sur 3 sur Net Entreprise, c'est le salaire perdu. Donc, le salaire perdu, il est intéressant de le renseigner sur la période de référence, c'est ce qui permet de nous aider au calcul du salaire rétabli. Donc, vraiment, allez voir ce webinaire qui est très technique, qui pourra vraiment vous aider aussi pour la réalisation de vos attestations de salaire sur Net Entreprise quand vous avez recours à Net Entreprise. En résumé, ce qu'on vous propose, donc, c'est simplement de vous dire de faire attention au moment où vous envoyez votre attestation de salaire sur le titre d'arrêt, de l'envoyer au plus vite dès que vous avez connaissance de l'arrêt de travail, éventuellement de faire une attestation de salaire rectificative, tout en utilisant la DSN ou le mode annuler en place. Et puis sur les salaires, attention aux 21%, à bien les appliquer. Donc, quand vous êtes sur une attestation maternité, paternité, adoption ou congé de deuil, j'insisterai vraiment dessus parce qu'on reçoit vraiment des rejets à ce niveau-là. Donc, l'idée, c'est vraiment d'appliquer 21% partout, même quand vous avez des salaires établis sur ce type d'attestation. N'hésitez pas, quand vous êtes en DSN, à consulter, alors certes, les retours de votre logiciel de paye ou aller consulter le tableau de bord. Vous avez un tableau de bord qui est présent sur Net Entreprise. Vous avez un service qui a une pastille jaune, DSN régime général, où vous pouvez aller voir le détail de vos DSN mensuels, mais aussi le détail de vos signalements d'événements et aller chercher justement s'il y a des anomalies bloquantes ou non, éventuellement refaire l'attestation. Et puis, si vous êtes sur Net Entreprise, vous pouvez vérifier les comptes rendus reçus par mail. On vous propose également d'aller plus loin avec vous, de vous accompagner, alors que ce soit en DSN par Net Entreprise, ou bien pour les deux modes d'envoi, ou alors peut-être que vous n'avez pas besoin d'être accompagné sur les attestations de salaire. En tous les cas, on se permet de vous proposer un sondage. Donc, vous avez peut-être une image au milieu de l'écran et vous avez les propositions en dessous de l'image pour pouvoir répondre à cette proposition d'accompagnement. Donc, on se permettra de revenir de manière individuelle vers vous dans le courant du mois de décembre, voire jusqu'à mi-janvier, grand maximum, pour faire le point si vous rencontrez des difficultés sur l'envoi de vos attestations de salaire. Donc, on vous laisse encore quelques secondes pour y répondre, et puis on viendra vers vous au cas par cas. On fera un focus si vous avez vraiment une difficulté sur une thématique en particulier. Alors, on ne va pas après partager les réponses, mais on voit effectivement que vous êtes quelques-uns à demander un accompagnement, donc c'est très bien. Justement, c'est une proposition, c'est bientôt le Black Friday, là c'est gratuit aussi, donc n'hésitez pas. Voilà, aujourd'hui on reste sur des choses quand même assez simples, on était sur un webinaire de rappel, mais s'il y a des questions qui restent en suspens, alors on va aborder des questions qui ont été posées la semaine dernière, mais s'il y a des questions qui restent en suspens, ça sera l'occasion pour vous d'avoir un temps d'échange avec nos services. Donc, on voit qu'on n'a pas plus de réponses. Bah, écoutez, on viendra vers vous courant décembre jusqu'à mi-janvier pour faire le point avec vous, pour vous accompagner. On va poursuivre sur, j'en ai parlé tout à l'heure, sur notre agenda. On a justement deux dates, le 12 décembre et le 17 décembre, à 10h30 toujours, sur la gestion du RIB et de la subrogation sur l'attestation de salaire. Donc, l'idée, c'est d'éviter les régularisations, d'éviter les indus. Donc, on vous invitera à y participer et les replays aussi seront disponibles à la suite des webinaires. Pardon.
En cas de besoin, n'hésitez pas, si vous avez une difficulté sur Net Entreprise pour la gestion de votre compte, à solliciter Net Entreprise. Vous pouvez retrouver toutes les informations aussi sur le site amélie.fr. Vous pouvez, pour tous vos suivis de dossier ou en cas de réclamation, soit passer par le site Depodoc ou nous contacter au 36 79. Et puis, pour la partie technique, dans Depodoc, vous avez une rubrique aussi assistance. Donc, n'hésitez pas à me solliciter en plus du canal mail que certains d'entre vous connaissent déjà. Vraiment pour la partie technique, voire réglementaire. Et on va passer à vos questions. Je vais aussi me permettre de reprendre les questions qui ont été posées la semaine dernière. Alors, j'ai déjà une première question. Quel dernier jour de travail dois-je indiquer lorsque la salariée est arrêtée, lorsqu'elle est déjà en mi-temps thérapeutique? Donc là, c'est une très bonne question. Alors, je ne vais pas vous dire effectivement d'aller voir le webinaire de temps partiel thérapeutique, ça serait trop simple. Si elle est déjà en mi-temps thérapeutique, ça veut dire qu'on est sur une succession de prescriptions de temps partiel thérapeutique. Il y a plusieurs cas en fait qui peuvent se poser. La question, c'est compliqué d'y répondre comme ça, mais soit ça peut être le dernier jour de travail avant le temps partiel thérapeutique s'il n'y a pas eu d'arrêt à temps complet antérieur au temps partiel thérapeutique, ou bien ça peut être le dernier jour de travail antérieur à l'arrêt maladie qui lui-même précède le temps partiel thérapeutique. Et puis après, on a des cas un petit peu plus complexes d'interruption ou de succession de prescription de temps partiel ou de temps complet. Donc là, on a quatre cas en fait qui existent. Donc, retenez que ça peut être soit la veille de l'arrêt de travail à temps complet ou la veille du temps partiel thérapeutique dans un premier temps. Au niveau des questions qu'on a pu avoir la semaine dernière, on a eu des interrogations sur la rematérialisation de l'attestation de salaire en DSN, puisque effectivement, depuis que la DSN a été déployée, vous envoyez un signalement, mais pour autant, vous ne voyez pas ce qui apparaît sur l'attestation de salaire. Certains éditeurs de logiciels ont fait le choix de ne pas développer cette option. Pour autant, ça peut exister, mais si vous voulez vérifier les données liées à vos salaires, c'est vraiment alors une partie un petit peu plus technique et ça dépend de la souplesse pardon, de votre logiciel de paie. Ça peut être dans le bloc 51 de la DSN ou dans la rubrique salaire. Donc, ça va être sur ces salaires-là. On va donc avoir une période de référence des salaires et donc le paiement de l'indemnité journalière. Je continue sur une autre question. Donc, j'ai reçu un arrêt de travail qui débute le 25 novembre. Donc, c'était en début de semaine, date de l'arrêt de travail du médecin. Or, elle a travaillé toute la journée du 25. Dois-je quand même enregistrer la journée en maladie? Donc là, en fait, votre dernier jour de travail indiqué, c'est le 25. Cette journée-là, comme elle a été travaillée, que ça soit 5 minutes, que ça soit 5 heures, elle est à la charge de l'employeur. Nous, on ne va pas l'indemniser cette journée du 25. Donc, on a le cas, souvent, des personnes qui travaillent et qui vont voir le médecin après leur journée de travail. Pour autant, vous allez déclarer le dernier jour de travail égal à la journée de prescription, mais on ne va pas indemniser cette journée qui est à la charge de l'employeur. Je continue avec une autre question. Donc, j'ai un agent en arrêt de travail depuis plus de 6 mois. Il faut faire une nouvelle attestation, même si nous n'appliquons pas la subrogation. Tout à fait. C'est une très bonne question. Donc, vous avez réalisé une première attestation de salaire pour cet agent qui a eu au départ peut-être un arrêt initial, voire des prolongations successives, et on est à la période de 6 mois. Donc oui, il y a une nouvelle attestation de salaire à effectuer. On appelle ça l'attestation de salaire pour arrêt continu et supérieur à 6 mois. Sur ce type d'attestation de salaire, on ne peut pas indiquer de période de subrogation puisque ce type d'attestation de salaire, en plus de l'avis du service médical, il sert d'un point de vue administratif à nous dire si l'assuré est éligible au paiement de l'arrêt de travail au-delà de 6 mois. Et en fait, vous allez indiquer soit les heures de travail, soit le total des salaires bruts soumis à cotisation, donc sur 12 mois. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de ce type d'attestation de salaire, où vous allez renseigner surtout le même dernier jour de travail que la toute première attestation de salaire qui a été envoyée pour l'arrêt initial. On a eu également, je continue sur d'autres questions, le temps que certains participants puissent poser aussi leurs questions. On a eu des questions sur le VRP en fonction du statut, donc monocarte, exclusif ou multicarte. Quelle est la période de référence? Donc la période de référence, c'est 12 mois. Donc j'en ai parlé tout à l'heure, c'est comme pour les intérimaires. Donc on estime en fait, et là il y a vraiment une circulaire qui existe, qu'on est sur une activité discontinue et donc que l'on va avoir une certaine irrégularité dans les commissions que peut toucher justement ce VRP. Je continue sur une autre question. Donc, j'ai un salarié en arrêt de travail depuis janvier, donc depuis janvier 2024, j'imagine.
Il a eu une prolongation en avril avec un nouveau motif d'arrêt. Faut-il faire une nouvelle attestation de salaire? La CPM lui a repris 3 jours de carence. Alors là, votre question, elle est très intéressante. Quand on parle de nouveau motif d'arrêt, alors j'entends que c'est certainement peut-être un nouvel arrêt maladie, que ce n'est pas forcément donc un nouvel arrêt maternité, paternité ou autre, puisque vous parlez de 3 jours de carence. C'est effectivement tout à fait possible. Bien, parfait. Merci pour cette précision, Madame Papin. Donc effectivement, on est sur des arrêts maladie. C'est vrai qu'il est toujours en arrêt depuis. Pour autant, on va avoir un avis de la part de la CPM, un avis médico-administratif avec un nouveau point de départ d'indemnisation, donc comme vous le dites, pour un nouveau motif. Et donc, on peut avoir 3 jours d'arrêt qui viennent se greffer en plein milieu des prolongations d'arrêt. C'est tout à fait possible, effectivement. Donc là, au niveau de la nouvelle attestation de salaire, je ne vais pas vous répondre de bêtises, mais je crois qu'il y a une note effectivement technique sur ça. Donc, je me permettrai d'y répondre dans la foire aux questions, mais je ne veux pas vous répondre de bêtises, donc je préfère vraiment y répondre en différé. Mais votre question a vraiment le mérite d'être posée. C'est vraiment un cas qu'on peut retrouver de temps en temps. On a eu également des questions sur de salaire à déterminer lorsqu'il y a un maintien de salaire. Donc ça, j'en ai parlé tout à l'heure. On va vraiment s'intéresser au contrat de base. Et le contrat de base, on va regarder vraiment les heures qui ont été réellement travaillées, qui ont vraiment été effectuées. Et on va venir justement calculer cette perte de salaire en temps partiel thérapeutique. Je continue avec une autre question. Si un arrêt du lundi au vendredi, donc, et une prolongation qui débute le lundi suivant, comment ça se passe pour les indemnités journalières de sécurité sociale? C'est une très très bonne question. Alors, à partir du moment où l'arrêt suivant du deuxième lundi est coché en prolongation. Donc, pendant très longtemps, pendant 19 ans, l'assurance maladie a eu une notion de tolérance sur des week-ends ou sur des jours fériés. À présent, depuis le 1er septembre 2024, à partir du moment où vous avez ce type de cas-là, on va continuer à payer euh, à partir du lundi suivant, sans application de nouvelles carences et à condition que l'arrêt soit coché prolongation. Pour autant, les journées non prescrites, comme c'est le cas en accident de travail ou en maladie professionnelle, toute journée non prescrite donc ne va pas donner lieu à indemnisation. Donc on n'aura pas d'indemnisation pour le week-end, pour le samedi et le dimanche. Donc c'est effectivement l'application stricte de la réglementation qui date de 2005 et pour autant qui est mise en place, qui est remise à l'ordre du jour après avoir eu une période de 19 ans de tolérance, qui est remise à l'ordre du jour à partir du 1er septembre 2024. Sur amélie.fr, on a effectivement l'article sur amélie.fr entreprise. Vous avez un article dédié justement à cela, sur la mise à jour euh, de, de la réglementation qui existe déjà depuis 19 ans, mais au moins qui clarifie justement ce point-là. On va terminer, je vous propose, sur une dernière question sur la régularisation des salaires. On nous a posé une question sur lorsque la régularisation des salaires intervient donc sur le mois de l'erreur, comment modifier le salaire de référence concerné par l'anomalie et garantir le bon calcul des indemnités journalières. Alors en fait, nous, on va vraiment se focaliser sur le salaire brut, quand on est en arrêt maladie, sur le salaire brut qui a été versé pendant la période de référence. Si la correction a lieu ultérieurement, on ne va pas être regardant de cette correction. On s'intéresse vraiment à ce qui a été versé et soumis à cotisation sur la période de référence. Vous aurez toutes les informations dans la foire aux questions que vous recevrez soit en fin de journée, soit demain, avec donc le support et puis le replay sera disponible dans les prochains jours sur notre site. Je vois qu'on n'a pas plus de questions. En tous les cas, moi, je vous remercie pour votre participation, pour votre présence. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à revenir pour notre prochain webinaire sur le RIB et la subrogation. Et puis, vous aurez une enquête de satisfaction qui sera disponible tout de suite à la fermeture du webinaire. Donc, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Merci.